Alors, on a traversé une multitude de crises ces dernières années. On a eu la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine. Et en fait, tout ça a provoqué une inflation galopante qui a atteint un record de 5,2% en 2022. Et donc, le pouvoir d'achat des Français a été affecté et se trouve bien évidemment au centre de nos préoccupations. Voilà. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit par des prix de l'immobilier qui ne cessent d'augmenter, la hausse des prix des aliments de première nécessité, mais également les prix, bien évidemment, de l'énergie, qui plongent en fait de nombreuses personnes dans la pauvreté. Les étudiants, par exemple, les personnes âgées, les ouvriers, les agriculteurs, et puis bien aussi les familles monoparentales, les femmes seules qui s'occupent de leurs enfants, ou les hommes qui s'occupent de leurs enfants. Alors le pouvoir d'achat, en fait, il dépend du niveau général des prix et puis du montant du revenu. Or, les revenus d'une partie importante des Français n'ont pas augmenté, malheureusement, alors qu'en fait, les tarifs, et notamment les tarifs de l'énergie, eux, ont augmenté. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en 2023, il manquait 1688 € par mois aux familles pour vivre confortablement. Alors, de la même manière, en fait, acheter un bien immobilier, ça devient extrêmement compliqué dans certaines villes. Je regardais les chiffres. En 5 ans, la taille du bien a été réduite d'une pièce, voire de 2 pièces, en 5 années. Voilà. Alors, on constate dans le même temps une hausse des prix, on l'a dit, de l'alimentation, des produits de première nécessité, du pain, par exemple, mais également de l'énergie, et ça provoque une baisse de notre pouvoir d'achat. On constate que le poste énergie, gaz, électricité, représente à peu près un tiers de nos frais. C'est le premier poste. C'est le premier poste aujourd'hui. Et parfois, ce poste, il est même plus élevé que le prix de notre loyer, par exemple. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et donc, c'est un enjeu majeur, bien évidemment, pour les Français. Alors, les Français, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors, il y a une estimation pour 2024 qui a été posée par l'OFCE. Alors, quel est l'OFCE? C'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui nous dit qu'on devrait retrouver un peu plus de pouvoir d'achat, 1% de plus, pour 2024. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cas vraiment? Parce qu'en fait, l'ensemble des familles et des Français sont vraiment inquiets par rapport à leur pouvoir d'achat, très inquiets. Ils tentent de trouver des solutions pour faire face à l'augmentation des tarifs, notamment du gaz et des tarifs de l'eau. Alors, on va en parler aujourd'hui, bien évidemment. J'espère que vous avez amené vos factures. On va réfléchir ensemble sur ça. Et pour réfléchir sur ces questions, nous avons à la ville de Marseille le plaisir d'inviter Madame Jamie Belkiri, qui est ici à mes côtés. Madame Belkiri, elle est juriste de formation. Elle est présidente de la fédération de l'Association des familles de France des Bouches-du-Rhône. Et donc, c'est notre invitée. Alors, elle a d'autres fonctions extrêmement importantes. Elle défend le droit des consommateurs. Elle est administratrice à l'Institut national de la consommation, administratrice également à France Agir Maire, suppléante à l'Agence nationale de sécurité sur l'alimentation, administratrice au Conseil national de l'alimentation. Donc, elle connaît bien toutes ces questions et elle pourra nous apporter des éléments très concrets. Voilà. Alors, les familles de France, quelle est cette structure? Est-ce que peut-être quelqu'un la connaît dans la salle? Je vais vous la présenter très rapidement, cette structure. C'est une association, elle a été fondée en 1921. C'est la Fédération nationale des familles nombreuses. Et en fait, c'est un mouvement national. C'est un mouvement national libre de tout lien politique, voilà, confessionnel ou syndical, d'accord, et qui fait partie des 16 associations aujourd'hui agréées des consommateurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'objectif de cette association, c'est défendre nos intérêts. L'intérêt des familles, qu'ils soient matériels, financiers, éthiques, moraux, etc. Voilà. Donc c'est à ce titre que Madame Belkiri est ici présente et qu'elle pourra nous donner des conseils concernant les tarifs de l'énergie. Voilà. Donc, Madame Belkiri, je vous donne la parole. Donc, pour une première partie de présentation où on va traiter essentiellement des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Donc, comme vous avez très bien dit, le poste énergie est le poste le plus important de tous les ménages. Et il y a eu une augmentation énorme
et qui malheureusement va continuer, malgré que vous avez dû sûrement entendu que ça a baissé. Mais bon, avant que ça vienne au porte-monnaie des consommateurs, il y aura déjà une nouvelle augmentation. L'augmentation est beaucoup plus rapide que la baisse. Quand il y a une baisse, les opérateurs prennent les escaliers. Mais quand il y a une hausse, c'est un ascenseur, comme on dit entre parenthèses. Donc vous le voyez très peu quand il y a une baisse. Donc par rapport aux tarifs réglementés. Donc la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat entérine la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Normalement, à partir du 30 juin 2023, qui s'arrêtait, vous avez dû recevoir donc, des courriers de plusieurs opérateurs vous indiquant que vous étiez obligé d'arrêter l'opérateur que vous avez historique et de prendre un nouveau contrat. Et il y a malheureusement énormément de personnes qui ont cru que s'ils ne changeaient pas, on allait leur couper le gaz et l'électricité. C'est faux. Parce que GRDF, qui normalement est premier en France, donc ils avaient une obligation de neutralité. Ils ne pouvaient pas vous dire que vous aviez droit à rester. Mais plusieurs personnes nous ont téléphoné aux associations et en nous demandant qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc nous, on leur a dit, vous pouvez rester là où vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Mais les opérateurs, des nouveaux opérateurs, vous ont sûrement harcelé. Je ne sais pas si vous avez reçu plusieurs courriers en vous disant, est-ce que vous avez déjà ou pas choisi un nouvel opérateur? Donc il y a eu 2 campagnes d'interrogation de clients, celle de 2020 et de 2022, pour alimenter donc la base de données mise à la disposition des fournisseurs qui en demandaient l'accès. Parce que GRDF a eu l'obligation de donner le portefeuille complet de tous les clients qui le voulaient ou qui ne le voulaient pas. Donc ils ont été obligés de transmettre toutes vos données pour que les opérateurs, les nouveaux opérateurs, puissent vous écrire en vous disant « venez chez nous » et en vous proposant énormément de ristournes, en vous disant pendant 24 mois, vous ne paierez qu'une somme, mais en fin de compte, bon, vous êtes aperçu quand même que, un an après ou 2 ans après, que l'augmentation était beaucoup plus importante que chez GRDF. Voilà. Dans le contexte, dans les 20 derniers mois, se sont déroulés dans le contexte exceptionnel du bouclier tarifaire. Les tarifs réglementés ont été gelés d'octobre 2021 et octobre 2022, alors que théoriquement, ils ne devaient pas l'être. Mais vu l'inflation qu'il y a eu énorme, plus de 30%, donc l'État a gelé, a demandé à l'Europe l'accord pour geler pendant ces 2 années-là. Puis en 2023, malheureusement, le tarif bouclier a été annulé et 15% d'augmentation en moyenne ont été appliqués de suite après, le 30 juin 2023. Voilà. Donc, que ce soit l'électricité ou le gaz de France, c'est la même chose, hein, puisque souvent les opérateurs font les deux. Donc comme je disais, la loi prévoit aussi, Engie, bon, il définit une offre de bascule. Engie a appelé ceux qui étaient restés donc, chez Engie, donc, ils ont une offre de bascule donc, qui était applicable au 1er juillet 2023, qui s'appelait gaz ou électricité passerelle. Ça veut dire qu'ils vous ont expliqué, les opérateurs vous ont expliqué comment le contrat allait changer et devenir un contrat fournisseur indépendant, malgré qu'il soit quand même GRDF. Là, ils étaient indépendants, comme les autres opérateurs, ils avaient une offre. Mais eux, ils ont fait une offre un peu moins dure que les autres. Donc, ils vous ont indiqué donc, à communiquer. La commission par exemple, de régulation de l'énergie, bon, vous savez que c'est eux qui augmentent ou qui baissent le prix de l'énergie et qui donnent un avis conforme sur des conditions contractuelles de cette offre du 24 novembre. Donc, elle a été contrôlée par la commission de régulation de l'énergie, donc qui a donné son accord. Donc, Engie a communiqué ses conditions contractuelles aux clients, des tarifs réglementés de vente au plus tard 15 jours après l'envoi du dernier courrier réglementaire. Les envois vont continuer jusqu'au 22 mars 2023. Ils ont dû continuer. Ces nouvelles conditions contractuelles s'appliquent au 1er juillet 2023 aux clients qui seront toujours titulaires d'un contrat, tarif réglementé, à l'exception, bien sûr,
l'acceptation sera exceptionnellement tacite. Ça veut dire que si vous ne changez pas, c'est que vous restez chez Engie. Donc automatiquement, votre offre va basculer à des conditions particulières de vente et aux conditions, à votre propre condition de contrat de vente. C'est deux choses différentes. Général, c'est tout ce qui s'affaire à n'importe quel client. Et par contre, pour les contrats qui sont au vôtre, par exemple, donc ça, il faut bien regarder à quoi vous avez droit et aux tarifs que vous avez droit et aux augmentations que vous avez droit. C'est deux contrats différents que vous devez signer. Voilà, donc là, je vous prescris donc l'offre passerelle qui est faite par Engie seulement. Hein. Donc l'indexation mensuelle, donc les prix du kilowattheure, donc qui sont obligés de varier chaque premier du mois. Donc c'est pour ça que les personnes me disent comment ça se fait que sur d'un mois ou de l'autre, la facture a doublé. Les indices du prix préconisés par la CRE, par la Commission de régulation d'énergie, donc avec son avis conforme et sa délibération de janvier 2023. Il s'appuie sur les prévisions du prix de gaz français du mois suivant, 80%, et du trimestre suivant à 20%. Donc, il est révisable 2 fois par an. Le prix de l'abonnement et celui du kilowattheure sont révisés 2 fois par an. Donc, le bouclier tarifaire appliqué, donc les prix tiennent compte d'une estimation de la réduction des prix du kilowattheure liée au bouclier tarifaire, dans l'hypothèse de sa poursuite au deuxième trimestre 2023. Mais vous savez que ça s'est pas poursuivi, puisque le bouclier tarifaire s'est arrêté en juin 2023. Puis vous avez les spécificités. Donc l'offre est réservée aux clients, donc ça veut dire aux clients historiques d'Engie qui sont restés historiques, qui seront encore, ils vont vous laisser encore donc, au tarif réglementé du 30 juin 2023. Elle ne peut pas être souscrite par un autre client ou prospectée. Ça veut dire que ceux qui sont restés à Engie, qui n'ont pas changé, peuvent bénéficier de cette offre. Si vous êtes parti, vous ne pouvez pas revenir. Bon, maintenant, vous le pouvez, mais à ce temps-là, vous ne pouvez pas revenir. D'accord ? Et puis après, vous avez maintenant des durées à engagement. Étant donné que c'est devenu libre, donc les durées à engagement, vous avez l'offre qui est donc à durée indéterminée. Donc la personne, elle est chez Engie, donc elle peut rester à durée déterminée, mais ce qui se fait maintenant qui ne se faisait pas avant, donc c'est une offre résiliable. Ça veut dire qu'à tout moment et sans frais, comme toute offre de marché. Donc ça veut dire que les personnes qui sont parties d'Engie peuvent maintenant revenir à Engie, résilier du jour au lendemain à leur opérateur, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient obligés de le faire. Donc du jour au lendemain, vous pouvez résilier sans frais et revenir à Engie si vous le voulez. Voilà, donc là, on revient un peu en arrière. Bon, la communication de l'offre au client. Hein. Donc du 15 mars au 31 mars, donc il y avait l'obligation à tous les fournisseurs envoyé par GRDF et par Électricité de France, l'envoi du 5e courrier réglementaire, pour vous dire que vous devez choisir un nouveau fournisseur. C'est là qu'il y a eu malheureusement beaucoup de personnes qui pensaient qu'ils étaient obligés de partir, faute de quoi ils étaient coupés. Puis après, donc, du 22 mars au 13 avril, il y avait l'envoi des contrats. La Engie a pu, elle aussi, donc à partir du 22 octobre, donc, vous écrire en vous disant voilà le nouveau contrat, gaz ou électricité passerelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure, donc que vous pouviez rester chez Engie. Pour les clients qui étaient donc au tarif réglementé de vente du 30 juin, donc il y avait activation des contrats à partir du 1er juillet, ce qui veut dire que vous avez ressenti moins l'augmentation que les autres fournisseurs, puisqu'il y avait cette proposition de passerelle qui va dans des tarifs réglementés au tarif libre. Voilà. Donc, ils avaient mis aussi à disposition, théoriquement, vous auriez dû recevoir aussi les clients du contrat gaz passerelle, d'un accompagnement spécifique pour obtenir des réponses à leurs interrogations. Je ne sais pas si des personnes qui sont dans l'assistance ont eu VFA. Il y avait un numéro de téléphone qui avait été dédié et les clients qui étaient accueillis et pris en charge par des conseillers formés pour répondre aux questions sur le contrat passerelle.
Et il y avait une page, bien sûr, d'information sur info-gaspasserelle.engie.fr, donc qui vous donnait toutes les conditions donc, de vente pour les contrats personnels de vente et pour les contrats généraux de vente. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 2 contrats différents. Il y a le vôtre, vos conditions à vous, et les conditions générales. Le plus important, c'est celui que vous avez signé, les conditions particulières de vente, qui sont à chaque client, qui est plus important que les conditions générales de vente. Voilà. Et après, bon, il y a plusieurs. Là, on vous a mis à peu près les prix affichés dans les prix particuliers de vente. Donc, les prix affichés sur vos conditions particulières. Ça, c'est quand vous lisiez votre contrat, d'accord? Et ceux qui sont valables, donc, là, il parle d'avril 2023 parce que à partir d'avril 2023, fin des tarifs réglementés et 1er mai et 2e juillet, prix passerelle. En fonction de l'indexation sur les prix du marché, on vous explique pourquoi, et du bouclier tarifaire, comme nous l'expliquons dans l'antenne des prix. Pour plus de simplicité, vous pouvez donc suivre l'évolution de vos prix depuis votre espace client sur le site dédié, parce que vous savez que maintenant c'est le prix du marché, c'est plus comme avant, donc vous pouvez voir les différentes augmentations qu'il va y avoir sur votre propre contrat. Votre rythme de facturation et moyens de paiement aussi restent les mêmes. Donc, à plus utiliser un chèque énergie sur notre offre, il n'y a pas de problème. Les chèques énergie, soit vous les recevez, soit vous pouvez demander donc au ministère de les envoyer directement à votre opérateur, que ce soit Engie ou aux autres opérateurs privés. Donc, ça sera déduit automatiquement de votre facture. Donc là, on vous a un peu rappelé que les tarifs réglementés donc, prennent fin au 13 mars. Conformément à la réglementation, Engie envoie les conditions contractuelles de l'offre de gaz, qui est partie du 22 mars 2023, dédiée aux clients titulaires d'un contrat, pour ceux qui avaient des tarifs réglementés et qui sont restés. Et puis après, vous avez une hotline, vous pouvez prendre les références, si on vous les donnera, si vous ne les avez pas, pour pouvoir les appeler, si vous voulez retourner ou des questions à poser. Ça, c'est des accords qui ont été signés entre les 16 associations de consommateurs et les fournisseurs. C'est une obligation qu'ils ont à vous répondre à toutes vos questions. Alors là, on vient de terminer la première partie de la conférence, d'accord, qui concerne les tarifs réglementés. Avant d'aller plus loin sur la question des litiges et du déroulement la question des litiges et des exemples également de litiges, je vais juste revenir sur cette première partie pour éclairer certains éléments, d'accord? Et vos questions, vous les gardez bien pour la fin de la conférence. Alors, si on vous suit, Madame Belkiri, ça veut dire qu'en principe, l'ensemble des personnes ici présentes auraient dû ou ont dû recevoir un courrier l'année dernière pour leur spécifier le type de contrat qu'elles avaient et pour faire un choix avec différents opérateurs. C'est bien cela? C'est ça. D'ailleurs, 5 courriers. 5 courriers. On aurait dû recevoir 5 courriers. C'est ça. D'accord, très bien. Présentant tous les contrats. Présentant tous les contrats. Des opérateurs et des conditions particulières. Hein. D'accord. Pas de conditions générales particulières de vente. Concernant la consommation que nous avions tous. OK. Si nous n'avons pas reçu ces propositions, ces 5 courriers avec ces différents opérateurs, et donc on n'a pas eu connaissance des propositions qu'on pourrait avoir pour faire un choix, comment peut-on faire aujourd'hui ? Déjà, je pense que certaines personnes les ont reçues puisqu'ils ont appelé des opérateurs et appelé directement. Hein. Donc, oui, mais certaines personnes ne répondent pas au téléphone, vous voyez. Voilà. Mais donc, s'ils n'ont pas répondu, normalement, ils sont restés sur leur opérateur. Il n'y a pas eu de coupure, ils sont restés sur leur opérateur historique. C'est ça. Ils ont bien, voilà, vous avez bien fait. Mais normalement, la loi devait obliger les personnes, les fournisseurs, à vous envoyer ces courriers obligatoires. D'accord. Et si ce n'est pas le cas, comment on peut faire aujourd'hui, justement, si on souhaite à un moment donné se poser, comparer notre facture avec les différents opérateurs potentiels? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir accès à cette information et comment dans ces cas-là? Oui. Par contre, les personnes qu'ils ont pris avec d'autres fournisseurs, normalement, ils ont dû regarder, c'est sur 24 mois. Ils vous ont marqué 24 mois à tarif seul. Ça veut dire que pendant 24 mois, vous avez un prélèvement tous les mois de 20, 30 euros. Pendant 24 mois, sans changer. Par contre, à ces personnes-là, si jamais les 24 mois ne sont pas terminés, je vous conseillerais au 23e mois de résilier, parce qu'après, vous allez recevoir le rappel de toutes les augmentations des 2 ans. Donc, il faut faire rapide. Voilà. Regardez bien tous vos contrats et surtout, annulez au bout de 2 mois, résiliez-le et vous ne réglez rien. Et allez, vous trouvez un autre opérateur. Parce que sinon,
ils vont vous envoyer le rappel de 2 ans. Et vous êtes après obligation de le faire. Mais on peut résilier, si vous voulez revenir à tout moment, vous pouvez résilier du jour au lendemain, puisque c'est la condition que nous, on a demandé en tant qu'association de consommateurs pour vous défendre, donc qu'il n'y ait pas de frais. Parce que vous savez que les frais de résiliation sont énormes, donc vous pouvez résilier sans aucune condition de dire, vous pouvez envoyer un courrier en disant, ou par Internet maintenant, ou par mail, il n'y a plus obligation d'envoyer un recommandé, en disant que vous mettez fin au contrat à partir de telle date. Mais il faudra trouver quand même un autre opérateur. Hein. Oui. Voilà. Mais par contre, je vous dis bien, faites attention au contrat que vous avez fait. Je pense qu'il y a des personnes qui règlent depuis 2 ans au moins le même prix. Mais dès que les 24 mois sont terminés, ils vont vous faire signer un nouveau contrat. Et là, vous allez avoir tous les rattrapages des augmentations qu'il y a eu d'électricité ou de gaz. En fait, c'est un contrat pour attraper les nouveaux clients. C'est ça. Hein, c'est ça. Exactement. D'accord. Donc, vous disiez qu'en fait, les offres sont résiliables des opérateurs. Oui. Donc, on peut interrompre notre contrat quand on veut. Et si on souhaite revenir chez Engie, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Tout à fait possible, puisqu'Engie est comme les autres opérateurs indépendants maintenant. OK. Donc ça aussi, c'est un élément important à avoir en tête. Donc on compare nos factures et à partir de là, on voit les opérateurs, on fait une comparaison et on voit si on résilie son contrat ou pas. On n'a pas de date spécifique pour résilier le contrat, on peut le résilier à n'importe quel moment. Oui, oui. OK. Sans frais. Sans frais. Non, sans frais. Même je vous avais vu sur le diapositive, c'est une obligation. C'est bien mentionné. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous compter. Ils ne peuvent pas vous le refuser, ils ne peuvent pas vous compter. Vous envoyez un courrier ou un mail en disant que vous mettez fin à leur contrat. Tout simplement. Vous avez droit. Très bien. Donc ça veut dire que si on nous demande des frais de résiliation... Pas du tout. Ou des délais, pas du tout. C'est hors la loi. D'accord, parce que... OK, très bien. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Oui, mais c'est vrai que vous avez raison. On peut très bien vous les demander, vous pensez que... Mais en fin de compte, non. Hein. Vous voyez, vous avez sur la diapo, donc je vous ai bien mentionné, c'est sans frais et sans délai. Vous pouvez résilier du jour au lendemain. Donc, ce que vous préconisez donc au public aujourd'hui, c'est de reprendre donc nos différentes factures d'électricité et de gaz. Et de faire la comparaison. Et de faire la comparaison avec l'ensemble des opérateurs. Voilà. Et si on trouve donc un opérateur plus intéressant, il faut extrêmement faire attention aussi au contenu du contrat qui est proposé. Et à partir de là, on envoie une lettre de résiliation en recommandé. Non, pas d'obligation. Ou par mail, il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation. Et donc, dans ces cas-là, on contracte un nouveau contrat avec l'opérateur de notre choix. Par contre, le jour où on résilie, on signe aussi le nouveau contrat ailleurs, pour ne pas avoir de coupure. Hein. En même temps. Voilà, et oui. Très bien. Voilà, donc là, je pense que sur cette question-là, des tarifs et de la procédure à mettre en place, c'est clair pour tout le monde. Là. On va donc pouvoir passer maintenant à la deuxième partie donc, de la conférence qui concerne la partie des litiges, si on se trouve bien évidemment dans cette situation, vers qui on pourrait s'orienter. Quelle est la protection juridique qui est proposée? Voilà. Il y a énormément de gens qui sont venus nous voir pour des litiges, que ce soit dans les litiges d'énergie, de téléphonie ou autres. Le procédé est le même. Quand vous avez un litige, soit vous avez une protection, soit vous adhérez à une association, soit vous avez une protection juridique. Généralement, beaucoup de monde ont la protection juridique, ils ne le pensent pas, parce que c'est à peu près des tarifs très bas, c'est quelquefois 12 ou 15 euros. Mais par contre, il faut avoir le contrat. Parce que moi, j'ai vu des personnes qui pensaient une protection juridique, en fin de compte, elles avaient droit à rien. Donc, tous les mois, elles réglaient 12 ou 15 euros, alors qu'elles avaient droit à aucune aide. Disons, répondre à un litige et rien par la suite. Donc, si ces personnes-là peuvent aller donc vers une association donc, de consommateurs qui est habilitée, parce que seules les associations, faites bien attention, parce qu'il y a énormément d'associations en France et à Marseille, mais ces associations, il faut bien regarder, qui sont agréées consommateurs, ont droit à intervenir. Il ne faut pas aller voir, bon, parce que malheureusement, moi j'ai vu des personnes qui sont devant une assistante sociale, surtout qu'il y a des délais, il y a vraiment des... On a, vous savez, un truc juridique maintenant, on a des délais, on a des démarches, et si les personnes ne suivent pas les démarches, ils ne peuvent pas le faire. Donc vous allez voir une association de consommateurs, mais une association de consommateurs, malheureusement, parce que certains ne comprennent pas pourquoi les associations de consommateurs demandent une adhésion. Une adhésion est une obligation de la loi.
parce que les avocats, l'ordre des avocats, donc, est monté au créneau en disant les associations de consommateurs nous enlèvent des clients. C'est vrai qu'on leur enlève des clients, puisque nous, on peut aller même... nous, personnellement, j'este en justice, donc on n'aura pas besoin de... Donc, ils nous ont dit, pour pouvoir prendre un litige, il faut que la personne, elle soit adhérente. Donc ça, c'est une obligation. Après, ça varie d'une association à l'autre. C'est une adhésion d'1 an qui est valable pour tous les litiges que vous avez, droit conso, droit immobilier, droit des assurances. Pas qu'un seul litige. Quand vous adhérez pour un litige, c'est pour toute l'année. Normalement, moi, ce que je fais, mais je pense que les autres doivent faire pareil. Donc, cette association-là va prendre... Vous avez déjà intervenu auprès ou des opérateurs ou autre chose. Vous avez déjà fait un premier courrier pour vous plaindre ou pour dire le litige que vous avez. Ils ne vous ont pas répondu ou vous n'êtes pas content de la réponse. Donc, vous allez voir une association de consommateurs qui, elle, peut écrire à votre nom puisque vous avez déjà intervenu. Donc, elle intervient aux intérêts des adhérents. Donc, elle va écrire à son tour en disant, voilà ce qui se passe, cette personne a été lésée, cette personne a réglé une facture, ils se sont trompés, il y a eu des frais qui n'auraient pas dû être comptés. Donc, l'association va écrire. Quelquefois, la personne répond et tout se passe bien. Généralement, 80%, si ce n'est pas plus, on arrête là. C'est-à-dire, vous avez gain de cause. Si jamais vous n'avez pas de gain de cause, par exemple, c'est particulier pour les énergies, comme pour les opérateurs téléphoniques, comparé à d'autres litiges privés. Vous êtes obligé de passer par le médiateur de la République. C'est une obligation. Donc, le médiateur est là pour faire un arrangement à l'amiable. Ce n'est pas un juge. Ça veut dire qu'il peut vous donner une réponse qui peut vous satisfaire ou qui ne peut pas vous satisfaire. Mais vous avez droit à refuser l'accord amiable d'un médiateur. Les gens pensent que vous êtes obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous pensez qu'on vous doit telle somme et que le médiateur il dit on partage 50-50 et vous dites non, attendez, moi ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté des recommandés, ça m'a coûté du temps, parce que le temps ça coûte, donc je ne suis pas d'accord avec vous. Donc au médiateur, vous lui répondez que vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est votre droit. Et par contre, là maintenant, pour pouvoir aller aboutir, donc, si aucun accord a été trouvé, donc c'est le recours au juge, c'est le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire, nous, en tant qu'association de consommateurs, ceux qui estent en justice, pas tous le font, mais nous, Famille de France, le fait, on vous représente auprès du juge. On vous accompagne auprès du juge. Voilà. Et on parle à la place de la personne. Généralement, le juge nous accorde, parce que dernièrement, je suis passée pour quelqu'un, il n'y a pas de souci. Donc, on explique pourquoi vous avez refusé, parce que le juge nous dit tout le temps. Donc, vous avez bien suivi les règles, ça veut dire que vous avez écrit, vous avez pris une association pour de la médiation, vous avez écrit au médiateur de la République, ça n'a pas fonctionné, donc le juge vous dit « Ok, donc vous êtes passé partout, c'est bon, donc c'est nous qui allons occuper ». Donc, ils vont convoquer les deux parties. Bon, généralement, les autres parties ont beaucoup plus de moyens, donc ils prennent une horde d'avocats. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas d'avocat, on est juriste, donc on sait vous défendre. Donc, on sera là pour vous. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous allez en justice, vous pouvez demander comme un avocat, ça veut dire vous pouvez demander, comme un avocat demande à ses clients, nous, on vous demande pour vous des dommages et intérêts. Donc, il faut chiffrer ces dommages et intérêts. Donc, vous me dites, bon, moi, j'estime que ça m'a coûté 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros. Donc, on propose au juge, on lui dit, voilà. Mais bon, généralement, les juges, comme pour les avocats, ils vous prennent à peu près 50% de la somme qu'on propose. C'est pour ça que quelquefois, je ne devrais pas le dire, on met un peu plus pour que les personnes aient plus. Donc, vous aurez des dommages et intérêts plus votre litige qui vous sera remboursé si vous avez un problème financier ou quelque chose qui n'a pas fait, qui vous est remboursé. Donc ça se rajoute Et donc là, par contre, ce qu'il faut faire, soit vous saisissez, parce que c'est comme pour les avocats, on est obligé de saisir un huissier, un commissaire de justice, qui sera payé par la partie adverse pour assigner le jugement. Parce que le jugement n'est valable que si un huissier de justice le présente. Même si le juge dit, vous avez raison,
de vive voix, vous recevez le jugement, on vous donne raison. Mais ça, ce jugement-là, il faut que vous le présentiez à la partie adverse. Et à la partie adverse, c'est qu'un huissier qui peut le faire. Et puisque vous avez gagné, donc l'huissier va demander les honoraires à la partie adverse. Parce que beaucoup de gens me disent, mais moi j'ai eu le jugement, j'ai dit, mais est-ce que vous avez assigné auprès d'un... On ne me l'a pas dit, c'est vrai que bon, on ne l'aura pas dit, mais si vous ne le faites pas, la personne, tant qu'elle ne l'a pas, parce qu'il y a des recours aussi, tant qu'elle n'a pas le jugement que vous avez assigné, elle ne vous réglera pas les différends. Après, dès qu'elle l'a, il n'y a pas de souci, vous recevez un chèque de tout. Très bien. Donc, c'est un petit peu complexe quand même. Vous avez vu, en cas de litige. Alors, on va reprendre ensemble les éléments pour que ce soit bien clair. Donc, si on a bien compris, on se retrouve dans une situation qui ne nous convient pas du tout. On veut changer d'opérateur, bref, ça ne marche pas, etc. On est dans le cadre d'un litige. Donc là, la première chose qu'on doit faire, nous, c'est envoyer un courrier. Toujours. Nous, on envoie un courrier indépendamment d'une association, etc. On envoie le courrier dans lequel on présente l'ensemble des éléments. Est-ce que ce courrier, on doit le faire en recommandé ou est-ce qu'un mail suffit, par exemple? Théoriquement, un mail suffit. Mais moi, aux personnes, je recommande d'envoyer un recommandé avec accusé de réception. Parce que quelquefois, comme c'est au moins vous avez quelque chose en main. Ils ne peuvent pas dire on a perdu le dossier. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envoyé des courriers, on leur a dit, il y a d'autres institutions, on leur a dit on l'a perdu. Moi, je vous conseille un courrier recommandé avec accusé de réception. D'accord. Donc, on envoie un courrier avec accusé de réception. Et à partir de là, on contacte une association agréée de consommateurs. Si on n'a pas de réponse. Si on n'a pas de réponse. Voilà. Si on a une réponse et que le litige voilà. se solde, impeccable. Pas de souci. Voilà. Mais si on n'a pas de réponse, à ce moment-là, on va plus loin et on passe par une association agréée. Vous avez bien entendu agréée. Donc on en a 16, dont Famille de France fait partie. Pour pouvoir faire partie de cette association, on doit adhérer obligatoirement. Oui. Hein, ça, c'est une obligation. C'est une obligation. On adhère et ensuite c'est vous qui prenez le relais. C'est ça. Voilà. Donc il y a la deuxième étape ensuite qui arrive, c'est le médiateur. Si au niveau du médiateur, à l'amiable, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, en tout cas ça ne nous convient pas, à ce moment-là, on va plus loin, on va devant le tribunal et c'est vous, avec votre avocat, qui nous représentez. Mais disons, non, c'est moi directement, mais ceux qui n'en ont pas, voilà. D'accord. Parce que l'avocat, des associations ne le règlent pas. D'accord. Sauf qu'ils ont une protection juridique qui prend. C'est pour ça que nous, on a droit, nous, on est sans justice, puisqu'on a reçu donc, du ministère de la Justice qu'on peut ester. Mais nous, on peut vous défendre, voilà. D'accord, donc on passe par vous, en fait. Hein. C'est vous qui défendez notre dossier. Moi, je défends mes adhérents, je vais jusqu'au bout. Mais bon, il y a d'autres associations qui le font, je ne veux pas non plus... Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Vous avez dit qu'il y en avait 16, donc en effet, après, chaque personne... Si vous pensez qu'ils ont des juristes, et d'ailleurs, ils vous le disent, vous dites, parce qu'il y a des associations qui ne veulent pas trop, mais au départ, vous leur dites, est-ce que vous nous accompagnez, même au tribunal? Si vous disent non, donc voilà. Mais vous le savez, vous posez la question quand même avant d'adhérer, pour savoir si elle vous accompagne jusqu'au bout. Et donc, la dernière étape, l'étape ultime, c'est l'huissier de justice. Le tribunal. Le tribunal et ensuite l'huissier de justice. Le tribunal en premier, ça veut dire que le tribunal, donc on est là, on reçoit quand même, parce que maintenant, il y a tellement de personnes, donc on va vous dire, le jugement sera rendu telle date, vous allez recevoir le jugement, on vous donne raison, et il faut la signer en saisissant un commissaire de justice. D'accord. Et là aussi, vous nous accompagnez sur cette dernière partie? D'accord. C'est extrêmement important qu'on comprenne bien justement les différentes étapes que l'on doit suivre si on se retrouve à un moment dans cette situation complexe. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples pour que le public puisse bien comprendre justement des exemples que vous avez vécus, que vous avez suivis de litiges? Bon, de litiges, ce que j'ai suivi, c'est déjà quand il y a eu... par rapport aux personnes qui pensaient qu'elles étaient obligées de partir d'Engie et qu'ils ont su après qu'elles pouvaient rester. Donc elles nous ont beaucoup écrit, venues nous voir en nous disant « Moi, je voudrais porter plainte ». J'ai dit « Non, vous ne pouvez pas porter plainte parce qu'ils n'avaient pas droit à vous dire de rester ». Mais je lui ai dit « Normalement, si vous aviez appelé, bon, c'est vrai que pas tout le monde a le réflexe de poser des questions à une association de consommateurs, parce que là, quand c'est un conseil, on ne prend pas d'adhésion. On vous dit seulement, comme je l'ai dit à beaucoup d'amis qui m'ont appelé aussi, qui m'ont dit, est-ce que je reste ou que je ne reste pas? Parce qu'au téléphone, on m'a dit que si je ne signais pas avec tel ou tel opérateur, on me coupait l'électricité ou l'eau. L'électricité
et le gaz. Donc moi, je leur ai confirmé que non. Et il y en a certaines personnes qui sont venues parce que ils ont réglé plus que ce qu'on leur avait promis. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On les a aidés à résilier le contrat. Voilà, on a fait le courrier, on a fait un dicté de projet de courrier pour eux, parce que c'est eux qui doivent le résilier, c'est pas nous. Hein. Donc un courrier à leur nom pour résilier et choisir ou revenir à Engie, ou choisir, s'ils avaient envie de choisir un autre contrat, parce que je vous dis sincèrement, comme Total Énergie, au départ, pour appâter les personnes, ils vous disaient, vous allez régler par mois que 25 €, prix bloqué, ils mentionnaient. Mais ils ne vous disaient pas qu'au bout de 12 ou 24 mois, les prix étaient débloqués. Et que c'est à partir de là qu'on a aussi beaucoup de litiges, où les personnes ont reçu 1 000 € à régler, et qui sont venus nous voir en nous disant « Mais comment ça se fait ?» J'ai dit « Madame, vous avez signé un contrat sur 24 mois, le contrat est terminé, maintenant c'est des prix libres qui reprennent. » Les gens n'étaient pas au courant. Voilà, ça, les litiges, on a eu énormément, c'est ça. C'est quand ils ont reçu, au bout du 23e mois, le rattrapage de ça, et qu'ils ont reçu des factures de 1 000 €. Ils se sont étonnés. Mais là, dans ce cadre-là, vous recevez une facture de 1 000 €, vous êtes obligé de la payer, du coup. Ben, disons là, par contre, nous, on écrit quand même en disant qu'ils auraient pu être plus explicites avec les personnes, parce que les personnes ne sont pas censées savoir que c'était à tacite retenue, parce que c'est interdit maintenant de faire tacite reconduction. Hein, vous êtes obligé. Après, c'est des prix libres. Normalement, c'est marqué. Moi, je sais que quand on m'a apporté les contrats, je l'ai lu. C'est marqué qu'au-delà de de 2 ans, oui, les prix n'étaient plus bloqués. C'était mentionné. Un tout petit, mais c'était mentionné. Quelquefois, soit on a demandé un échéancier, ou soit si les personnes re-signaient, ils ont fait un arrangement direct. Là, on a demandé un arrangement parce que c'était bien mentionné, on ne pouvait pas faire autrement. Les personnes, malheureusement, tout ça qu'on vous dit de lire, même tout ce qui est en tout petit, un arrangement. Donc, si elles restaient sur le même opérateur, donc, il faisait une annulation de 50% de la dette. Mais par contre, après nous, derrière, on leur a dit, faites attention. Là, vous renouvelez pour 24 mois, prix bloqué. Faites une résiliation un mois avant. À ce jour, les litiges que vous avez pu accompagner, c'est essentiellement des litiges liés à la rupture de contrat. D'accord. Et vous avez réussi à obtenir gain de cause vis-à-vis des personnes qui vous ont sollicité ? Pardon. Oui, et même, bon, parce que comme je vous ai dit, après, c'est nous qui saisissons le médiateur à votre place, et même dire au médiateur, parce qu'au médiateur, il faut leur expliquer pourquoi. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes âgées qui étaient beaucoup plus en leur disant que c'était des personnes qui étaient sensibles, qui, vu leur âge, n'ont pas fait attention, font confiance, donc on donnait leur accord, parce que là, c'est un accord que vous donnez par Internet. C'est pas un contrat que vous signez physiquement. Voilà. Donc, généralement, le médiateur prend l'âge des personnes en considération. Oui, puis c'est vrai que parfois, on nous laisse peu de temps quand il y a des démarches qui sont faites par téléphone. On nous dit, vous avez cette offre exceptionnelle, voilà, et on vous laisse peu de temps pour réfléchir et on vous demande de signer très rapidement, quoi. Par contre, les offres par téléphone, j'en ai eu, ne sont pas valables si on ne vous a pas envoyé à la maison un contrat, hein, comparé à Internet. Parce que des fois, vous avez des personnes qui font des propositions et quelquefois, vous dites même, je vais réfléchir ou pas, mais malheureusement, beaucoup de personnes donnent leur RIB, leur pièce d'identité et tout. Donc, pour eux, vous avez signé le contrat. Mais ça, c'est beaucoup plus facile parce que vous ne l'avez pas reçu à la maison. Donc, vous pouvez prouver que le contrat, vous ne l'avez pas reçu. Oui, c'est sûr. Très bien. Donc, concernant en fait des exemples de litiges, ce sont essentiellement des exemples liés à la rupture du contrat. Oui. C'est plutôt électricité ou gaz, ou gaz. Parce que c'est le gaz. Oui. C'est gaz. Là. Gaz. D'accord. OK. Oui. On va maintenant passer à la dernière partie qui concerne l'échange avec la salle. Si vous voulez, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Non, c'est pas possible de prendre nos... Le micro est à l'étage, là-haut. On ne va pas vous entendre, le problème, parce que c'est au niveau de la vidéo. Micro, parce que ceux de derrière ne vont pas vous entendre. Et puis, c'est au niveau de la captation vidéo. Ah, d'accord. Alors,
on va attendre que le micro arrive. En attendant, je vais vous poser une question. Comment on assiste donc aujourd'hui à une augmentation des frais, d'électricité, de gaz, etc. Des familles qui se retrouvent en grande difficulté. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur comment faire justement pour réduire nos factures, enfin, à part comparer et trouver un opérateur peut-être un peu plus intéressant, mais sinon concrètement, comment on peut faire? Alors pour les personnes retraitées, vous savez que vous avez une retraite complémentaire et ils ont une enveloppe sociale. Ils peuvent vous régler, si vous avez des frais de loyer, des frais de charge. Ils peuvent vous en prendre une partie. Ou, pour les énergies, et le conseil départemental, où vous avez une aide, bien sûr, il ne faut pas être imposable, voilà. Et vous avez une aide à peu près de 800 € qui vient en déduction des factures que vous n'avez pas réglées. Voilà. D'accord, c'est une demande qu'on fait où, du coup? Parce que ça peut intéresser notre public. Ah oui, parce que vous avez tous une complémentaire de retraite. Et dans les complémentaires de retraite, ils ont tous des subventions qu'ils appellent ça sociales. Donc vous les appelez, ils vous envoient un dossier, une assistante sociale de là-bas vous envoie un dossier, vous demandant des documents, comme quoi vous avez une dette de 1000, 2000, vous voyez, ça dépend, qui règle à votre place, mais qui règle plus directement, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, donc qui règle directement à la personne avec qui vous devez, soit le bailleur privé, soit le bailleur social, soit les opérateurs téléphoniques ou pas. Donc vous envoyez ce dossier qui passe en commission, et c'est eux qui prennent en charge pour les personnes, bien sûr, que, comme je disais, qui ne sont pas imposables. Vous avez droit à ce volet social. Toutes les complémentaires l'ont. D'accord, donc en fait, quel que soit notre complémentaire, par contre, il ne faut pas qu'on paye d'impôts. Non. D'accord. Voilà. Donc dans la salle, si on a des personnes qui ne payent pas d'impôts sur leurs revenus, peuvent faire appel à leur complémentaire, envoyer un mail, un dossier, faire une demande pour être soutenus vis-à-vis des dépenses d'énergie. On est bien d'accord? C'est aussi de loyer. Parce que moi, loyer. Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de personnes, je m'en sers beaucoup, malheureusement, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont des retards de loyer. Et des retards de loyer, oui. D'accord. Mais les personnes qui sont propriétaires, c'est possible aussi? Il y a une aide pour les propriétaires, bien sûr pour les propriétaires à petits revenus qui n'ont qu'un appartement, leur propre appartement, résidence principale. Là, il y a aussi des aides qu'ils peuvent demander. D'accord. Donc là, on a cette possibilité-là, donc d'être aidé, soutenu. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens dont vous auriez connaissance pour nous aider à trouver des solutions face à cette crise qu'on peut rencontrer financière là, qui peut être compliquée? Pour les énergies et pour le loyer, il y a malheureusement que ça. Mais pour les personnes qui sont imposables, ce qu'on peut demander, nous, on peut demander un échéancier. Comme pour les impôts aussi, parce que je ne sais pas, il y a des personnes qui ont aussi des problèmes d'impôts. Donc on peut demander un échéancier pour ces personnes-là. Donc leur dette, c'est par rapport à leur restant à vivre. Par rapport à, on fait la différence entre vos revenus et vos ressources, d'accord? Et on fait un échéancier à la limite de ce que vous devez, pour pas avoir d'expulsion, pour pas avoir de coupure, voilà. Avant que vous ayez la coupure, parce que une coupure définitive, maintenant, on n'a plus droit. La directive européenne interdit les coupures définitives, mais vous avez une diminution de watts. Mais les personnes m'ont dit qu'avec une seule lampe, il y a tout qui saute. Donc, vous pouvez vous dire qu'une coupure définitive ou pas, malheureusement, la personne, le frigo, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont été... Moi, j'ai reçu des personnes comme ça et qui me disent... mais vraiment, c'est le minimum de chez minimum. Donc, ça veut dire, on allume une lampe, il y a le frigo qui ne marche pas, il y a la télévision qui ne fonctionne pas, l'ordinateur qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vite faire un échéancier avant que vous ayez une diminution. On vous avertit pour une diminution. Voilà. Mais coupure totale, vous ne l'aurez jamais, c'est interdit. D'accord, en fait, il ne faut pas qu'on attende, quoi. Voilà. Quand on se retrouve en difficulté, on appelle dans ces cas-là et on demande un échéancier. Il faut, comme je disais, vous savez, tout le monde est en difficulté, surtout maintenant, comme vous avez dit au départ, les retraites, il n'y a rien qui augmente et le pouvoir d'achat baisse. Voilà, donc tout le monde peut avoir un accident de vie. Donc il ne faut pas avoir honte, parce qu'il y a des personnes qui ont. C'est pour ça que je dis surtout, vous avez des difficultés financières, il ne faut pas avoir honte même de déposer un dossier du surendettement. Moi, j'ai eu des personnes âgées qui sont venues me voir parce qu'elles avaient honte de déposer un dossier de surendettement. Et ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'un dossier de surendettement vous protège. Soit elle vous donne un moratoire de 24 mois, d'accord? Ça veut dire que pendant 2 ans,
Donc les dettes vont geler et après vous pouvez les reprendre. Donc déjà vous avez mis de côté. Soit on peut avoir un effacement partiel, soit un effacement total. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas, si vous avez beaucoup de dettes qui s'accumulent, des dettes de créanciers, c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même en dossier de surendettement que les dettes d'énergie, les dettes de charges sont les plus importantes. Par contre, même pour les propriétaires. Si vous êtes propriétaire et quand vous dit qu'en déposant un dossier du surendettement, on vous vend la maison, sachez que c'est de fausses informations. La maison principale est protégée, donc le bien immobilier, tant qu'on peut vous le faire garder, on vous le garde même à crédit. Ce qu'il y a, c'est que ça sera trop. Au lieu de payer sur 20 ans, si vous avez sur 20 ans, ça sera sur 30 ans. Mais vous aurez la possibilité de garder votre bien immobilier. On vous donne ce droit. Après, si vous voulez dire, bon écoutez, moi je veux un moratoire de 24 mois parce que je veux vendre ma maison, c'est pour vous. Mais comme la loi, comme le législateur a très bien fait les choses, parce que moi je trouve qu'une personne âgée où on lui dit vous êtes propriétaire, donc vous allez chercher ailleurs et vendre votre maison, oui. C'est très difficile. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont peur de ça, voilà. Justement, en disant j'ai mon appartement, voilà. Si je vais demander une aide, on va me faire vendre ma maison, mon appartement, voilà. Pour rembourser. Sachez que vous avez quand même un grand panel et qu'il faut aller même au bout d'un dossier de surendettement, parce que moi j'ai vu des personnes qui sont venues, bon, parce qu'on leur a dit qu'il fallait, mais qui m'ont dit textuellement, mais Madame Belkiri, j'ai dit mais pourquoi ça peut arriver à tout le monde. C'est un accident de vie qui arrive, hein, je veux dire. En plus, avec la conjoncture actuelle où il y a énormément d'inflation, donc vous pouvez, pour vous protéger, et mieux vaut déposer, comme je vous dis, un dossier de surendettement quand vous vivez que sur votre découvert. On s'en aperçoit comment, quand vous recevez votre retraite ou votre salaire, à la fin, le découvert le prend. Donc là, ça veut dire qu'on est surendetté. Ça veut dire qu'il faut penser à réagir. Oui, surtout qu'en plus, si c'est le cas, on a des frais bancaires qui viennent se rajoutent à tout ça et qui sont lourds à la fin. Donc, Et en plus, quand vous déposez un dossier du surendettement, par contre, on s'est battu, mais on l'a eu par les banques. Contrairement à beaucoup de personnes nous disent que le chéquier, on nous l'enlève. Non, si vous n'avez pas fait de chèque sans provision, on ne vous l'enlève pas. Par contre, la carte bleue à différer, on vous l'enlève. Mais la carte bleue, vous l'avez. Et quelquefois, le découvert, j'ai qu'on a fait des accords avec la Poste quand les personnes travaillent et qu'ils ont quand même un reste à vivre. Hein. Donc, généralement, on ne leur enlève pas. Donc, on leur laisse. Hein. Avant, automatiquement, on disait, on vous enlevait carte chéquier. C'est pour ça que les personnes sont restées là de cette peur. Mais il y a eu énormément d'accords. Et pour les frais, pour ceux qui déposent un dossier de surendettement, les frais bancaires ne doivent pas dépasser 50 € par an. Ah oui, d'accord ? 50 € par an. Voilà. Les virements que vous faites sont gratuits. Donc, la banque ne peut pas vous passer en personne vulnérable. Donc, automatiquement, déjà, vous avez moins de frais. Le banquier ne peut pas vous faire... on ne peut pas aller au-delà de 50 € par mois. Parce que je pense que parmi vous, quand vous recevez annuellement vos frais, vous êtes tous étonnés de voir de si grosses sommes dans vos relevés annuels. Bien, ben merci beaucoup, Madame Belkiri, pour cette conférence passionnante, tous vos conseils. Pour votre attention. Voilà, donc on a des choses à faire. Maintenant, en rentrant, on va vérifier un certain nombre de choses. Nos contrats, notamment, on va les relire. Merci au public d'être présent, d'être chaleureux toujours. N'oubliez pas que la conférence sera sur le site de la ville de Marseille, le site de YouTube de la ville de Marseille. N'oubliez pas également de vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu le 24 octobre sur la question des douleurs chroniques. Voilà. Vous avez un petit questionnaire à remplir également avant de partir. Et puis, nous avons une petite collation avec la compagnie de Madame Belkiri tout de suite. Voilà. Au plaisir de vous retrouver juste au-dessus. Merci à vous. Je vous remercie de nouveau. Merci au service senior.